Salut les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir, de vous retrouver à nouveau ici sur votre chaîne de News Gaming pour pouvoir, encore une fois, partager, échanger, débattre autour de notre passion commune, le jeu vidéo. Mais juste avant de commencer, je me suis aperçu de quelque chose en préparant cette vidéo, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont abonnées à la chaîne. Et j'ai remarqué quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est ceci, le nombre de personnes qui voient la vidéo qui ne sont pas abonnées frôle les 66%. Alors, il me semble, va falloir que je vérifie vraiment, mais il me semble que tout le monde a le bouton abonné dans son application, sur son site YouTube. Donc, n'hésitez pas, les amis, à venir cliquer sur le bouton abonné pour pouvoir rejoindre l'aventure. Ça m'aide fortement pour pouvoir faire progresser la chaîne, les abonnements, les pouces, les partages, bien sûr, les commentaires pour tout ce qui est référencement auprès de YouTube. Mais c'est vrai que 66% de personnes ne sont pas abonnées à la chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous, ce serait super gentil. Allez les amis, on commence tout de suite l'épisode 140 des News Gaming. Ça avance à grande vitesse. Les amis, c'est parti. Juste avant de débuter cette news gaming, les amis, petit rectificatif concernant la vidéo d'hier où j'avais abordé le sujet de Assassin's Creed Red qui va se dérouler dans le Japon féodal à la grande période des samouraïs. Et j'avais montré une photo, une image d'un samouraï de couleur noire parce qu'en fait, il s'agit d'une histoire vraie de Yasuke Kurosan qui était le premier samouraï étranger à servir au Japon. Cette personne est arrivée du Mozambique au Japon en l'an 1579 pour être exact. Et j'avais montré donc une photo, on la voit ici, qui montrait donc ce samouraï au centre de la photo. Mais en fait, il y a une énorme erreur, tout simplement parce que la première photo, en tout cas répertoriée comme la première photo, elle a été faite entre l'année 1826 et l'année 1827. Et quand on sait que ce samouraï de couleur noire, cette personne qui venait du Mozambique au Japon, est arrivé au Japon en l'an 1579, il y a comme un problème, cette photo ne peut pas être véridique, ou en tout cas, ça ne peut pas être ce Yasuke-san qu'on verrait donc sur cette image. Malheureusement, j'ai gratté, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de référence sur cette photo qui pourrait expliquer qui sont sur cette photo, mais toujours est-il que ça ne peut pas être Yasuke ou Kurosan, l'un de ses surnoms, qui a servi donc en tant que samouraï au Japon auprès d'une personne très importante en tant que samouraï et de porteur d'armes. Donc oui, cette personne a bel et bien existé. Elle est arrivée du Mozambique au Japon en l'année 1579. Il a participé à de grandes guerres au Japon auprès de son maître, entre guillemets, qui était une personne très influente, mais très en avance au niveau de sa perception de la politique et des habitudes et de culture japonaises. Elle a pris donc sous son aile cette personne, Yasuke-san, qui en a fait donc son samouraï préféré et son porteur d'armes avec sa prestance, avec son physique très impressionnant. Je rappelle qu'il faisait 1m88 pour l'époque et même encore aujourd'hui, les Japonais sont plutôt assez petits. En comparaison, c'était très impressionnant et donc il a vraiment bien servi avec de grosses batailles au Japon. Mais cette photo que vous avez vue, vous comprendrez, n'est pas cette personne parce que la photographie, la première, donc je répète, date d'à peu près 1826-1827. L'arrivée de Yasuke au Japon, c'était 1579. Donc c'est juste impossible que cette personne soit sur cette photo. Alors, est-ce que cette image était sur ce site pour illustrer donc l'histoire de Yasuke? C'est franchement probable. J'aurais bien aimé avoir quelque chose d'un peu plus consistant et sérieux là-dessus. Si un jour je trouve, évidemment vous le saurez sur la chaîne. Malheureusement, j'ai pas trouvé, mais je voulais rectifier ça. Et surtout, ce soir, je vais me flageller parce que je suis ultra fan de photos, de photographie. Et ne pas avoir percuté en préparant cette vidéo, ça prouve que les médicaments, les calmants pour ça fonctionnent très très bien. Mais quand même, j'ai vraiment honte. Donc désolé les amis, et on commence tout de suite les news gaming. Allez, c'est parti. Les amis, on débute cet épisode de News Gaming avec Nintendo. C'est d'ailleurs assez drôle parce que hier, pendant que je préparais cette vidéo que vous êtes en train de regarder, j'ai été en train de discuter avec l'un d'entre vous, avec un abonné, dans la zone de commentaires, sur la prochaine console de Nintendo dont on ignore encore son nom. On l'appelle Nintendo Switch 2 par juste praticité. Alors, cette console fait beaucoup parler d'elle, surtout dernièrement, parce que il y a eu par exemple la Gamescom. Je vous l'avais annoncé que apparemment elle était disponible
pour seulement certaines personnes triées sur le volet par Nintendo qui ont pu avoir accès à cette future machine et qui ont pu même voir des démos techniques tourner sur cette console. Et ça a été confirmé, oui, la nouvelle console de Nintendo était bel et bien présente à la Gamescom pour un nombre très restreint de personnes, certains développeurs, certains éditeurs et surtout des journalistes de Eurogamer qui ont pu vraiment voir à quoi va ressembler la machine et surtout ses capacités techniques. Et elle semble en avoir dans le ventre, la console de Nintendo, parce que ces personnes ont vu par exemple tourner Zelda Breath of the Wild en 4K 60 FPS. C'est une avancée majeure. Et en plus de ça, et ça c'est vraiment significatif, c'est que les temps de chargement de Zelda Breath of the Wild avaient tout simplement disparu. Il n'y en avait plus du tout. Les phases de changement de plan, de scène, se faisaient instantanément. La console risque donc d'être relativement puissante et rapide. Surtout que, je vous l'avais annoncé, je vous l'avais montré, il y avait une démo très impressionnante qui avait été diffusée par Epic Games pour la présentation de son nouveau moteur graphique, l'Unreal Engine 5. Cette démo, on la voit ici. Alors là, c'est un mix. Par exemple, là, ce que vous voyez actuellement, ce sont des images tirées de la PS5. Mais c'est exactement la même chose sur Xbox Series X, par exemple. Eh bien, cette démo tournait parfaitement sur la Nintendo Switch 2, on va l'appeler comme ça, tel point qu'en fait, le rendu était encore meilleur que sur PS5. Là, je blague pas. Les dires de certaines personnes qui étaient présentes pour ce petit événement, entre guillemets, ont clairement déclaré que la démo technique de Matrix Hawkins sur la future console de Nintendo était clairement d'un niveau supérieur à ce qui avait été présenté sur Xbox Series X et sur PS5, dont on voit actuellement les images. Alors quand on voit ça, c'est plutôt déjà très impressionnant d'imaginer, de dire que la version Nintendo Switch 2, entre guillemets, est encore plus belle, encore plus impressionnante. J'ai vraiment hâte un petit peu de voir ce qu'il en est. En tout cas, ça annonce du bon. Maintenant, on va quand même prendre du recul, même si la Nintendo Switch 2 est compatible DLSS de Nvidia. Vous savez, cette technologie d'upscaling qui permet tout simplement une amélioration graphique drastique sans impacter les performances de la machine. Tout ça, ça fonctionne avec du deep learning, avec de l'intelligence artificielle qui est donc permise par les nouvelles technologies des nouveaux processeurs de Nvidia. C'est ce qui équipe la prochaine console de Nintendo et ça permet donc d'avoir un rendu à l'écran vraiment supérieur à ce que la Switch actuelle est capable de faire. Et en tout cas, peut-être très probablement même du niveau d'une PS5 et d'une Xbox Series X. Alors de là à imaginer que la future console de Nintendo pourrait mettre à mal une PS5 et une Xbox Series, je prendrai quelques précautions, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là parce que les consoles actuelles sont vraiment très puissantes. Là, en effet, tout ça est permis par le DLSS de Nvidia. Ce n'est pas dit que la console puisse aller au-delà sur d'autres jeux. On verra parce qu'il n'y a pas que ça qui fait la puissance de la machine. Il y a aussi la mémoire embarquée, il y a aussi le type de mémoire embarquée, la vitesse de tout ce qui est SSD, de tout ce qui est les bus de transfert. C'est ce qui permet le transfert de données de tel ou tel composant dans la machine. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on va vulgariser un petit peu tout ça. Donc il y a vraiment un ensemble qui fait que telle ou telle machine est plus rapide ou plus puissante qu'une autre. Là, pour la Nintendo Switch, c'est juste un rendu de cette démo-ci qui a été un peu mieux sur Nintendo Switch 2, entre guillemets, que sur PS5. C'est à noter, c'est très intéressant, ça montre en tout cas le chemin pris par Nintendo, et c'est de ça qu'on discutait avec l'abonné sur la chaîne dans la vidéo d'hier, c'est que ce serait un énorme changement, vraiment, de stratégie de la part de Nintendo. On le sait, Nintendo et la puissance, c'est pas ce qu'il y a de plus important pour eux. On l'a vu avec la Nintendo Switch actuelle, qui est une excellente machine. D'ailleurs, les ventes le prouvent. La console cartonne absolument de par le monde. Elle écrase la concurrence, ça c'est clair et net. Mais en termes de puissance brute, de puissance graphique, de puissance technique, elle est bien en deçà d'une série X, elle est bien en deçà d'une PS5. Et c'est déjà aussi le cas dans les anciennes consoles. La Nintendo Wii U, c'était déjà le cas. La Nintendo Wii, c'était déjà aussi le cas. D'ailleurs, elle a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie parce que c'était un petit peu un choc de voir une machine si peu puissante
Malheureusement pour la concurrence, Nintendo a relevé haut la main le défi avec des ventes monstrueuses de la Nintendo Wii, qui a prouvé que oui, avoir une console puissante c'est bien, mais avoir une console optimisée avec des jeux intelligents pour la machine, c'est tout de même mieux. Les ventes l'ont prouvé, mais par le passé, c'était différent. Les possesseurs de la Nintendo 64, par exemple, de la Super Nintendo, et même un peu plus proche de nous, de la GameCube, se souviennent de machines vraiment puissantes. C'était des consoles très très puissantes. Je me souviens même de l'ancienne publicité de la Nintendo 64 qui, à l'époque, avait le nom de code de Ultra 64, qui dénigrait complètement la Sega Saturn et la PlayStation de Sony en disant patientez un petit peu, en gros, pour imaginer, patientez un petit peu, l'Ultra 64 arrive et là vous aurez du sérieux. Et c'est vrai que les anciennes machines de Nintendo, c'était vraiment costaud, c'était puissant, avec en plus de ça des avancées technologiques qui étaient vraiment intéressantes par rapport à la concurrence. Nintendo a fait table rase de tout ça avec les nouvelles consoles à partir de la Wii, et jusqu'à aujourd'hui, la Nintendo Switch actuelle, la classique comme la OLED, ne sont pas des foudres de guerre, très clairement. Et il est possible que Nintendo change son fusil d'épaule et qu'ils reviennent un petit peu à la course, à la technologie. Je ne pense pas qu'ils vont rentrer dans une guerre frontale à la puissance véritablement face à Sony, face à Xbox, mais il est possible qu'ils augmentent drastiquement la puissance de la machine pour la nouvelle génération, mais de manière intelligente pour pouvoir sortir des jeux en adéquation avec cette technologie. Parce que c'est vrai qu'avoir une machine très puissante mais ne pas pouvoir en profiter, ça n'a pas beaucoup de sens. Nintendo est passé maître dans l'optimisation de ses machines, dans l'optimisation de ses jeux. On l'a vu avec les toutes récentes Nintendo Switch, que même si elles ne sont pas puissantes, les jeux sont vraiment pas mauvais du tout. Du coup, on peut très bien imaginer Nintendo refaire la même chose, mais avec une console beaucoup plus puissante, qui maîtrise en plus de ça l'Unreal Engine 5. Donc c'est vraiment très intéressant, ça augure du très très bon pour un futur assez proche. Et quand je dis assez proche, et là je suis très content parce qu'il y a un insider qui a dévoilé des choses très intéressantes, les amis, concernant la date de présentation de cette machine et l'éventuelle date de mise en vente de la future console de Nintendo. Cet insider, dans son podcast qui s'appelle Nate the 8, a déclaré que l'annonce de cette machine pourrait avoir lieu le premier trimestre de l'année qui vient, 2024, et très probablement au mois de mars. C'est très intéressant et je suis assez fier parce que je vous avais dit que Nintendo avait déclaré que normalement, s'il n'y aura pas d'annonce de nouvelles machines avant la fin de cette année fiscale, qui se termine le premier trimestre de l'année prochaine, comme chaque année. Du coup, je vous avais dit, alors oui, il n'y aura pas de nouvelles consoles pendant cette année fiscale, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'annonce de nouvelles consoles. Il y a une petite différence. Et il semblerait que Nintendo prévoit très probablement la présentation, l'annonce de sa nouvelle machine pour le mois de mars, mois d'avril. Ce serait très intelligent, peu de temps avant les vacances, et en plus de ça, la sortie de cette console, la mise en vente de cette machine, devrait, elle, arriver pour le deuxième semestre de l'année 2024. Ça aussi, je vous l'avais annoncé, je vous avais dit que pour moi, mon avis, Nintendo prévoit très probablement le lancement de sa console pour entre septembre et novembre, juste avant les fêtes. Ce serait très intelligent. On verra ce qu'il en est. Et ça laisse en plus du temps à Nintendo et à ses équipes, à ses studios first party comme tiers, de développer les jeux pour la sortie de la machine. On imagine très bien, par exemple, un nouveau Metroid Prime débarquer dessus. Mais il y a aussi Luigi's Mansion 2 Remake, comme Super Princess Peach. Ces deux jeux n'ont pas eu encore d'annonce au niveau de leur date. Ils pourraient faire partie de ces premiers jeux d'une line-up de lancement de cette prochaine console, Nintendo Switch 2, entre guillemets, pour l'instant on ne connaît pas son nom. Donc c'est très très intéressant tout ce qui se passe autour de Nintendo. On n'a pas fini d'en parler, ça c'est clair et net, parce que plus ça avance, donc forcément on se rapproche de la date de présentation, de l'officialisation de cette console, et plus on va savoir des choses, très certainement d'autres rumeurs, d'autres leaks, pourquoi pas aussi quelques photos intéressantes, plus ou moins volées. On sait un peu comment ça se passe, maintenant il n'y a quasiment personne qui échappe à tout ça. Nintendo arrive tout de même à garder ses secrets bien gardés, mais on a vu par exemple avec le dernier Zelda Tears of the Kingdom, on le voit ici, le collector juste en haut, qui avait fuité un petit peu avant sa sortie, même la Switch Collector Zelda qui avait fuité.
Donc la prochaine console n'est pas à l'abri, en tout cas ça bouge et ça bouge fort, vite autour de Nintendo. J'ai vraiment hâte, on va essayer d'éviter de s'enflammer un petit peu parce que ça paraît un peu trop beau. Franchement, je vous le cache pas, ça paraît un petit peu trop beau d'imaginer une machine en mode portable parce que c'est le cas, elle aura à peu près la même fonctionnalité que la Switch actuelle, c'est-à-dire en mode docké et portable. Et imaginez une machine portable avec une puissance plus ou moins égale ou encore, allez, peut-être un petit peu en dessous d'une Xbox Series X, d'une PS5. Ouais, ça peut être pas mal hein, d'avoir du Unreal Engine 5 dans les mains, au lit, sur le canapé. Franchement, ça inaugure du très très bon pour Nintendo. X Defiant ou Cross Defiant, ça dépend comment on l'appelle, normalement aurait dû sortir cet été. On est au mois de septembre, on n'a pas de nouvelles de sortie concernant le FPS d'Ubisoft, qui d'ailleurs semble vraiment bon, prometteur, avec tous les retours qu'il y a eu pendant ces phases bêta, bah, c'était quelque chose de vraiment agréable, de plaisant, et qui pourrait faire une petite concurrence intéressante à Call of Duty, bah, n'est pas là. Il n'est toujours pas sorti. Alors, est-ce qu'il y a un problème? On va voir ça ensemble parce que apparemment il y a un petit souci autour de Cross Defiant. On va voir ça ensemble parce que Ubisoft a fait une petite déclaration. Mark Rubin, qui est le game director de Ubisoft, a déclaré, et je cite, nous avons entamé ce processus à la fin du mois de juillet et nous avons reçu nos premiers résultats à la mi-août, à savoir un échec. Nous nous sommes alors rendus compte que nous avions plus de travail que prévu en matière de conformité. Si le produit avait été accepté, nous aurions pu l'expédier à la fin du mois d'août, mais cela n'a pas été le cas et nous avons donc passé les 3 ou 4 dernières semaines à résoudre ces problèmes et à nous préparer à une nouvelle soumission. Et il continue avec des détails justement sur cette nouvelle soumission en disant, et je cite, si cette soumission est acceptée, nous pourrions envisager une sortie entre la mi-septembre et la fin du mois de septembre. Pardon. Il y a cependant un scénario probable dans lequel nous obtenons un pass conditionnel, ce qui signifie que nous devrons faire un patch Day One avec quelques corrections finales pour assurer la conformité. Dans ce cas, la date de sortie serait repoussée à début mi-octobre. Alors oui, on a compris, le jeu n'est pas totalement bien finalisé. Les problèmes de conformité, en fait, c'est simple. Le jeu a été présenté à Microsoft, à Xbox et à PlayStation pour la PS5. Et ben, en fait, au niveau conformité, c'est-à-dire au niveau des bugs, ben, ça ne passait pas, il y en avait beaucoup trop. Le jeu est reparti dans les bureaux, dans les locaux d'Ubisoft pour qu'ils se remettent au travail, c'est ce qu'il a expliqué. Et ben, le problème, c'est que ben, la date annoncée, qui était assez vague hein, pour l'été 2023, ben, n'est visiblement pas tenue. Le jeu est reparti donc en petit travail, développement pour pouvoir régler tous ces bugs. Il ne s'agit pas de problèmes liés au gameplay, par exemple. Hein. Il s'agit vraiment de bugs structurels dans le jeu qui ont forcé Xbox et PlayStation à refuser le jeu pour l'instant. Et c'est un peu dommage parce que ça devient un petit peu la mode, la norme en ce moment, hein, des jeux qui arrivent au moment de sa sortie et qui ne sont pas finis. D'ailleurs, Mark Rubin l'a très très bien expliqué, qu'il y a une autre possibilité, c'est qu'en fait le jeu sortira tel quel, ou en tout cas légèrement amélioré, mais pas totalement débugué, avec encore une fois un patch Day One, et c'est franchement hein, quasi sûr que c'est ce qui va se passer. Le jeu sortira, allez, à peu près au mois d'octobre, on verra, on en reparlera, avec un énième patch Day One, comme c'est le cas pour tous les jeux qui sortent mais qui ne sont pas finis. Vous achetez un jeu qui n'est pas terminé, il faut encore télécharger un patch qui fait plusieurs dizaines de gigas pour pouvoir régler les problèmes. C'est embêtant. Est-ce que ça vient des développeurs eux-mêmes ou est-ce que ça vient des têtes pensantes de la hiérarchie qui mettent la pression aux développeurs pour terminer le jeu, quoi qu'il en coûte, pour qu'il sorte à la date qui est définie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un souci. Là, malheureusement, c'est Ubisoft. Et malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent régulièrement chez l'éditeur français. On espère en tout cas qu'ils vont réussir à régler ces problèmes de bugs sur Cross Defiant assez rapidement pour le sortir de manière jouable, hein, correcte, que ce soit plaisant et agréable pour les joueurs. Et même si ça va, de toute façon, c'est sûr, il y aura un patch. On parle souvent de rachats en ce moment, hein, des compagnies qui se font racheter, des éditeurs, des développeurs qui se font racheter, des groupes qui rachètent d'autres groupes. Par exemple, Microsoft Xbox est un groupe colossal qui est en train de racheter Activision Blizzard King, qui lui aussi est un groupe. D'ailleurs, on attend la finalisation de tout ça. Il va falloir, à mon avis, surveiller le mois d'octobre qui arrive. Ça risque de bouger rapidement pendant le mois prochain. On en reparlera. Mais des fois, ça ne se passe pas super bien. Là, c'est quand un groupe a financièrement les reins solides et qui peut se permettre
ce genre de choses. Mais des fois, il y en a qui ont des dettes, qui ont des problèmes financiers et qui arrivent à la conclusion de devoir se séparer de tel ou tel membre du groupe pour éponger ces dettes. Là, on va parler de Embracer Group, qui est un groupe suédois qui traverse une période assez difficile avec une dette relativement importante. Et pour éviter d'arriver à un moment donné fatidique, il vaut mieux prendre les devants et se séparer de certains membres de ce groupe. Et là, il s'agit d'un membre assez important, en tout cas un studio très talentueux, qui avait à l'époque sorti, on voit ici le trailer de présentation de Borderlands 3, qui était sorti donc là pour la vidéo sur PS4. Ce développeur talentueux, c'est Gearbox Software. Eh bien, effectivement, il est très probable que ce studio, Gearbox, soit sur une liste de vente très bientôt. En fait, l'agence Reuters a eu des confirmations par plusieurs sources qui font état de plusieurs options chez Embracer concernant le studio de développement de Gearbox. Et une de ces options, c'est la vente pure et simple. Et c'est d'ailleurs même confirmé par le fait que certaines entités tierces, donc des potentiels acheteurs, se sont montrés très intéressés par le rachat de Gearbox Software. Donc on verra, mais un autre indice, c'est que certains développeurs de ce studio de développement ont déjà fait des mises à jour sur leurs réseaux sociaux et professionnels en disant qu'ils seront très bientôt disponibles sur le marché du travail. Donc le doute est vraiment quasiment plus permis. Gearbox Software risque très très fortement de se retrouver sur le marché. On verra qui va en profiter. Ils peuvent très bien se faire acheter par un groupe éditeur qui pourrait avoir besoin de ce genre de talent parce que franchement, la série des Borderlands a été plutôt réussie. Est-ce que c'est un autre géant qui vont l'acheter? On pourrait très bien imaginer par exemple Sony PlayStation qui pourrait être intéressé par Gearbox. On peut très bien imaginer aussi évidemment à Microsoft Xbox qui ferait là vraiment une très belle acquisition pour les futurs jeux Xbox dans le Game Pass. Ce serait vraiment le type de jeu parfait à arriver dans le Game Pass. On verra ce qu'il en est. Ça risque d'évoluer assez rapidement parce que comme je disais, il y a un peu d'orage. Il va falloir que je me dépêche de finir pour ne pas avoir une coupure de courant pendant tous mes rushs. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ça pourrait vraiment arriver assez vite parce que malheureusement, Embracer Group fait face à une dette qui s'amplifie de jour en jour presque. Et pour éviter d'aller beaucoup trop loin, on peut imaginer un petit peu après tout ce qui peut faire, en tout cas chemin vers la faillite, il va falloir vendre. Il va falloir vendre. Gearbox en fait partie de ces ventes. Donc on verra, on surveille ça un petit peu du coin des yeux, mais à mon avis, ça va bouger très très vite pour les développeurs de Borderlands. Il y a peu de temps, on avait vu que Apple s'était lancé dans la banque avec une carte de crédit et tous les avantages, si on peut appeler ça comme ça, de ce que peut offrir une banque traditionnelle, une carte traditionnelle. Et je me disais, on verra, mais peut-être que ça va donner des idées à d'autres grands groupes de passer le pas sur le même type de choses. Bien, ça n'a pas trop tardé, parce qu'un autre géant de la tech est en train véritablement de passer le pas et de se diriger vers la banque, en tout cas une carte bancaire. Ce géant, vous allez le reconnaître très vite avec le logo apposé sur la carte, parce que oui, la carte est aux couleurs de la compagnie. Eh bien en fait, c'est tout simplement Xbox. On le voit ici, les cartes Xbox Mastercard, parce que oui, c'est en partenariat avec la banque Barclays pour des cartes Mastercard, arrivent donc, en tout cas pour les États-Unis, bientôt. C'est un service qui débutera une phase de test dès le 21 septembre prochain. Pour l'instant, c'est donc que pour les Américains et seulement pour certains insiders qui auront donc accès à ce service de Xbox Mastercard. On voit d'ailleurs ici 5 cartes différentes parce que les cartes sont personnalisables au design emblématique de Xbox, mais ça peut aller un petit peu plus loin avec des cartes qui peuvent être personnalisées avec votre gamer tag. Ça peut faire plaisir aux personnes qui sont fans un petit peu de personnalisation et de mettre donc la carte à leur image. On verra un petit peu l'adhésion du public par rapport à ça, mais on va voir aussi surtout les amis ce que apporte cette carte parce que c'est une carte de paiement mais qui peut rapporter des points qui peuvent être cumulés et qui peuvent vous apporter des choses plus ou moins intéressantes, ça dépend de votre utilisation évidemment. Alors il faut savoir que au moment du premier achat, vous avez un bonus de 5000 points sur la carte d'un coup. Ces 5000 points représentent à peu près 50 $. Donc c'est plutôt intéressant quand on connaît à peu près le prix d'un jeu actuellement. Pareil, lors de votre premier achat, vous avez droit, c'est offert, à 3 mois gratuits de Xbox Game Pass Ultimate. Pour ceux qui veulent découvrir un petit peu le service d'abonnement de Microsoft,
c'est relativement intéressant. Vous avez donc ces 5 designs emblématiques d'Xbox, plus votre gamer tag qui peut être apposé sur la carte. Bien sûr, la carte est totalement compatible avec les paiements sans contact et les divers portefeuilles numériques. Ça, au niveau de la sécurité, c'est plutôt pas mal. Pour le fonctionnement de la carte en elle-même, il faut savoir que vous gagnez 5 points pour chaque achat dans les produits éligibles sur le Microsoft Store. Vous gagnez 3 points pour des achats dans certains services de streaming, par exemple Disney+ et Netflix, et vous gagnez également 3 points si vous commandez des repas en service de livraison. Pour l'instant, évidemment, ces services de livraison sont américains parce que, je le rappelle, la carte, à partir du 21 septembre prochain, sera en phase de test seulement pour le territoire américain. Vous avez aussi la possibilité de gagner 1 point pour chaque achat sur différentes boutiques partenaires de Microsoft. Ça, on verra plus tard comment ça va se passer, parce que bien évidemment, ça sera bien différent pour le territoire européen et bien sûr, en ce qui nous concerne, pour la France. Pourquoi est-ce que Xbox se lance dans la carte de paiement? Alors c'est assez simple, hein, c'est pas pour faire juste de la finance, c'est surtout pour fidéliser les fans, fidéliser les joueurs, parce qu'en ayant une carte qui peut cumuler des points, bah on a envie de les dépenser ces points après, pour acheter un jeu, pour acheter du contenu additionnel, un DLC par exemple, quelque chose de payant, des accessoires, les nouvelles façades par exemple de Xbox Series X qui arrivent, des nouvelles manettes. Xbox lance très souvent des nouvelles manettes avec des couleurs qui franchement des fois sont vraiment pas mal. Et bien ces points pourront être utilisés pour ce genre de choses. Ça permet de fidéliser un petit peu les joueurs, un peu les fans, et potentiellement de gagner encore plus d'abonnés. Et on va pas se mentir, derrière, il y a l'argent, vraiment, c'est que du business, tout ça. J'ai toujours répété, ces compagnies nous font rêver avec des jeux fabuleux de courses, d'aventures, de tout et de n'importe quoi, que ce soit Xbox, Sony ou autre d'ailleurs. Mais il ne faut pas oublier, ces compagnies, elles ne sont pas là pour faire seulement rêver, elles sont là pour faire de l'argent, ce n'est pas des sociétés caritatives. Donc oui, ils se lancent dans la carte. Je suis sûr et certain que d'ici quelques temps, quelques années, quelques mois, on pourrait entendre quelque chose ressemblant du côté de PlayStation. Je serais en tout cas pas étonné du tout. On verra comment ça va se passer du côté de Xbox. Pour l'instant, c'est seulement pour les Américains, à partir du 21 septembre. Si vraiment il y a une adhésion importante, si ça plaît, il est possible qu'on voit débarquer ce service en Europe et en France. En tout cas, on surveille ça du coin de l'œil. Starfield, ce jeu fait littéralement parler de lui tous les jours, et même plusieurs fois par jour. C'est complètement fou. Certains l'adorent, l'autre le déteste, certains le trouvent bien, mais sans plus, d'autres le trouvent un peu trop archaïque dans sa conception. Mais il y a une chose qu'il faut avouer, au niveau de son moteur graphique, le moteur 3D du jeu, c'est assez impressionnant. On va voir ça ensemble parce qu'il y a des personnes qui font popper un nombre incroyable d'objets sur le jeu pour voir la réaction du moteur 3D, le moteur graphique du jeu, comment il gère tout ça avec la physique, bref, tout plein de choses qui impactent véritablement un par un tous ces objets. Par exemple, ici, cette personne qui a fait popper au-dessus de ce bâtiment 10 000 boîtes de lait qui tombent toutes en même temps sur le bâtiment, et on voit comment que la physique est parfaitement bien gérée. Toutes ces boîtes ont leur propre réaction, leur propre chute. Tout est fait individuellement. C'est assez impressionnant parce qu'on parle tout de même de 10 000 boîtes de lait, 10 000 objets 3D, certes assez petits, mais il y en a 10 000. Il y a beaucoup de moteurs graphiques qui auraient été littéralement à genoux devant ça. Là non, ça se passe plutôt très bien, avec en plus de ça les textures autour, il y a tout qui bouge, le joueur en lui-même qui bouge, qui saute, qui fait des actions, et on voit donc la chute de toutes ces boîtes. Ça reste assez impressionnant, malgré son côté archaïque sur certaines, par exemple PNG, certains visages, certaines expressions labiales, ça reste assez limité, on va pas se mentir, mais il y a plein d'autres choses, par exemple, et ça tourne beaucoup sur les internets, l'histoire des pommes de terre. Oui, dans Starfield, il y a des pommes de terre, et parfois il y en a vraiment beaucoup. Il y a des joueurs qui réunissent énormément de pommes de terre, on le voit ici dans cette pièce, et tout simplement pour mettre en avant les capacités du moteur graphique, du moteur 3D de ces pommes de terre. Là, j'ai l'impression de voir littéralement Monsieur Patate dans son antre avec toutes ces pommes de terre. Et on voit l'action du moteur graphique, du moteur 3D du jeu, qui gère plutôt pas mal la physique de toutes ces pommes de terre on voit ici qui s'écoulent de la pièce au moment où il a ouvert les portes.
c'est assez bluffant, c'est assez réaliste. Toutes ces patates, alors d'imaginer de voir Starfield, un jeu aussi colossal et ambitieux, en fait, servir à des joueurs de faire mumuse avec des pommes de terre. Je pense pas que les développeurs avaient imaginé ça. On voit même un rouleau de PQ au milieu de ces pommes de terre, c'est assez drôle. Mais en tout cas, ça prouve bien que Starfield est plutôt intéressant, en tout cas dans sa conception, et qu'il promet beaucoup de choses. Et quand je dis qu'il promet beaucoup de choses, parce que oui, c'est ce que pensent, en tout cas, et ce que espèrent les développeurs Bethesda, parce que de la même manière qu'ils ont pensé à l'époque certains jeux, par exemple Skyrim, eh bien en fait Bethesda a fait exactement la même chose sur Starfield, tout simplement. Ils sont en train d'ouvrir une porte incroyable aux modeurs, et ça c'est clair et net, ça va changer beaucoup de choses. Je vous l'avais dit sur la chaîne, qu'à mon avis, dans 3-4 ans, Starfield qu'on va connaître plus tard n'aura vraiment plus rien à voir avec le Starfield d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'a déclaré en quelque sorte Todd Howard au sujet de son jeu. Il a dit, je cite, « Une fois que le jeu supportera complètement les mods, vous pourrez faire presque tout. Comme avec nos titres précédents, les mods seront disponibles l'année prochaine et nous allons le faire en grand parce que nous aussi, nous adorons cela. » Alors oui, comme je vous disais, le modding aura sa place vraiment importante, primordiale au sein de Starfield. Bethesda a développé des outils spécifiques pour les modeurs pour pouvoir leur apporter tout ce qu'ils pourront faire sur le jeu avec l'esprit complètement dingue de certains modeurs. C'est sûr et certain qu'on va avoir beaucoup de jeux. Et en fait, Todd Howard a qualifié littéralement Starfield de paradis pour les modeurs. Donc franchement, ça donne envie. Et même Pete Hines, qui est à la tête de l'édition de Starfield, avait suggéré, d'ailleurs j'en avais parlé à l'époque sur la chaîne, que les outils de modding du jeu permettront à ces modeurs, à ces joueurs, de créer littéralement leur propre planète. Quand on sait que le jeu en contient déjà pas mal, certes, toutes ne sont pas pleines. Maintenant, ça rejoint un petit peu la réalité, parce que je ne connais pas beaucoup de planètes avec beaucoup de choses dans l'espace actuellement, l'espace connu, mais c'est vrai que le jeu promet, en tout cas dans un futur plus ou moins proche, énormément de choses. Quand on voit le succès qu'il a aujourd'hui avec un lancement franchement pas mauvais du tout, avec plus de 6 millions de joueurs déjà sur Starfield, ça promet. En tout cas, on peut imaginer beaucoup de choses. Et ça commence déjà, en fait, à arriver, parce que, oui, les modeurs sont déjà au travail, je vous l'avais dit, il y a des choses très intéressantes, complètement dingues. Et il y en a certains qui ont envie littéralement de transformer le jeu. Alors, on peut imaginer beaucoup de choses, parce que des films, des séries de science-fiction, on peut imaginer par exemple Dune, on peut imaginer Star Trek, on peut imaginer la série The Expanse, qui sont absolument fabuleux. On pourrait très bien transposer ces univers dans Starfield. Et il y en a certains qui ont déjà commencé le travail, par exemple sur Star Wars. On voit ici carrément des modes avec des Stormtroopers au sein de Starfield. En plus de ça, c'est plutôt bien fait. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va sortir de ces esprits complètement tordus de certains modeurs, de certains développeurs. Mais c'est sûr et certain qu'en plus d'avoir le soutien littéralement de Bethesda, on risque d'avoir des choses assez croustillantes, assez sérieuses sur Starfield. Ça promet vraiment du tout bon. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver dans 3, 4, 5 ans, ce que Starfield sera devenu. Parce que quand on voit que ça fait vraiment, une semaine qu'il est sorti, il y a déjà ça promet vraiment du bon dans quelques temps. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce 140e épisode des News Gaming. On reviendra un petit peu plus tard sur le sondage que j'ai mis en place dans l'onglet communauté concernant la future console de Nintendo qui commence sérieusement à faire parler d'elle. On reviendra un petit peu plus tard tout simplement parce que j'étais tellement occupé que j'ai zappé de mettre en ligne le sondage à temps. Donc je laisse un peu plus de temps à toutes les personnes qui voudront y répondre et aussi réagir à ce sondage. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Les pouces, les partages, les commentaires. D'ailleurs, je remercie vraiment tout le monde pour tous vos likes, tous vos pouces, les commentaires, les partages en masse. Ça me fait très plaisir, sincèrement. Et en plus de ça, ça aide énormément la chaîne. Donc, infiniment merci. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser. En ce moment, il y a des très bons jeux qui arrivent sur toutes les plateformes, PC, Switch, Xbox, PS5. Il y a de quoi faire. Éclatez-vous les amis, c'est très important. Et je vous dis à très vite, dès demain pour un nouvel épisode des News Gaming. Les amis, bonne journée à tous. Bye bye.